Les attentats de Paris sont une tragédie absolue, mais c'est aussi une succession de détails qui laissent beaucoup de questions en suspens. Comment un attentat d'une telle ampleur peut-il être organisé dans une capitale européenne? L'expression « management de la terreur » n'a pas encore été prononcée dans ce contexte. Mais Christoph Hörstel, ancien correspondant de presse en Afghanistan de la première chaîne allemande, nous explique ce terme et fait quelques déclarations brûlantes sur les prétendus attentats de Paris. Monsieur Hörstel, le terrorisme est maintenant arrivé jusqu'en Europe. Après ce qui s'est passé en France, on n'arrête pas d'entendre d'autres histoires provenant d'Allemagne, de Belgique et de partout. Je pense aussi que les gens ont peur, ou bien on leur suggère d'avoir peur. Est-ce un hasard? Non, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Évidemment, cela a été préparé. Aussi, ce qui nous est rapporté par les médias de masse et qui n'est pas fidèle à la vérité, ça non plus, ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi nous avons déjà entendu, il y a 1 an ou il y a 6 mois, que des combattants qui ont combattu en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda, du front Al-Nusra et d'autres encore, allaient affluer pour ensuite probablement perpétrer des attentats terroristes selon leur ancienne manière de faire la guerre, des combats de rue, etc. Ça, c'est une chose. L'autre point doit bien sûr être observé sous un tout autre angle. À l'époque, en 2006-2007, en tant que conférencier au Centre des forces dirigeantes de l'armée, j'avais choisi pour le cours de sciences sociales l'Afghanistan. En tant qu'expert du pays, j'avais instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. D'où est-ce que les services de sécurité les connaissent? On entend tout le temps dire que les services secrets sont exactement au courant de ces prétendus terroristes. Mais c'est bien normal que les services secrets surveillent les terroristes présumés. Par conséquent, ils savent où ils se trouvent. N'est-ce pas normal? Alors tous ceux qui ont fait la surveillance jusqu'à maintenant devraient être virés, par exemple dans le cas de Paris, parce que visiblement ils n'ont pas eu beaucoup de succès avec leur surveillance. Oui, mais que devons-nous faire? Ce n'est pas parce que quelqu'un est un terroriste présumé qu'on doit aussitôt l'enfermer. Sinon, il y aurait de nouveau de grands cris. Et d'où sortent-ils ces informations? La surveillance de ces cercles est sans faille. Ils ne peuvent même pas éternuer sans que les services secrets ne soient au courant. Donc, si quelque chose se passe, nous savons qu'ils sont impliqués. Et le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que l'État islamique, AIES, ISIS, EI, peu importe quelle abréviation on leur donne, on ne pourrait pas les imaginer sans la CIA, qui a commencé à entraîner des parties importantes de ses troupes en Jordanie il y a quelques années. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent ici en Europe parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. Alors on les distrait avec ce genre d'attentat. L'attentat de Paris sur Charlie Hebdo est très clairement un attentat terroriste manipulé. Il y a assez d'indices pour cela. Non seulement les auteurs étaient connus des services secrets, mais justement la carte d'identité laissée dans la voiture, c'est une chose qu'aucun braqueur minable n'aurait faite. En principe, on devrait trouver tout le déroulement étrange. Les témoignages personnels au sujet des auteurs sont étonnamment positifs. Tout cela n'est pas cohérent. Et ensuite, nous avons un écho médiatique indiscutablement cohérent qui semble convenu et finalement, nous avons l'écho politique. En Allemagne, les droits des citoyens sont restreints, ainsi que le droit pour avoir un passeport. Et tout ça, ça a été tout réglé en un rien de temps. Mais ça, c'est peut-être quand même nécessaire. Je veux dire... C'est nécessaire. Si on veut avoir les terroristes sous contrôle, vous dites qu'il y a une surveillance sans faille. Par conséquent, on aurait déjà pu tout maîtriser au préalable, dans le cas de Paris. En effet, en Allemagne, on voit maintenant toujours plus, par exemple, actuellement dans une situation à Berlin, qu'il y a eu une intervention où on a arrêté 2 Turcs. On a aussi une intervention à Wolfsburg, ce qui veut dire qu'on voit quand même que nos forces de police sont en alerte antiterroriste. Ils sont en alerte et un gouvernement qui pratique le management de la terreur via le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Ce sont ces 3 qui, dans tous les pays de l'OTAN, sont coupables et devraient être mis en prison. Bien sûr, ils vont réfléchir comme « Quand allons-nous mettre en œuvre un attentat terroriste ? Nous allons y recourir lorsque nous aurons l'impression que la population devient nerveuse
d'une manière ou d'une autre, parce que le système politique de son pays ne lui convient pas. Ils le mettront en œuvre lorsqu'ils auront l'impression qu'ils en ont besoin, parce qu'ils n'arriveront pas à faire passer certaines restrictions, des droits civiques ou des lois hostiles à la démocratie. Donc encore plus de surveillance, etc. ou d'autres choses semblables, comme par exemple la loi sur les passeports qui a été adoptée. Par exemple, ce sont exactement ces points-là. Lorsque le gouvernement a le sentiment « Ah, nous arriverons à faire passer la loi sans attentat terroriste », bon, on va quand même arrêter quelques personnes, parce que ce sont peut-être des cercles qui sont contrôlés, mais ils sont quand même peut-être capables de se débrouiller tout seuls. Donc, le management de la terreur est un business très compliqué. On connaît cet exemple dans le cas de la NSA, où les services secrets intérieurs, les services de la sécurité du territoire avaient de toute évidence comme habitude de coopérer avec un groupe de tueurs d'extrême droite. Et ça, c'est de ces problèmes qu'il s'agit là. Si on regarde où cela nous mène à l'avenir, on a juste besoin de regarder quelles sont les données générales. Si on a une crise, alors le gouvernement s'assure qu'elle garde la population dans la confusion par ce genre d'attentats orchestrés. Et ça, c'est en principe du point de vue du management. Les attentats autorisés, les personnes qui se promènent par là... Ce sont là quand même des accusations virulentes. Oui, c'est une accusation extrêmement virulente. Il serait temps qu'elle se fasse entendre de plus en plus fort. Le sujet du management de la terreur, je l'ai enseigné à l'époque aux soldats et j'en ai aussi donné une définition. C'est justement l'instruction, l'armement, l'approvisionnement donné, le paiement, le personnel politique et aussi les mesures disciplinaires. Il y a des lancements de drones US au Yémen où les troupes d'Al-Qaïda qui réussissaient ne voulaient pas obéir. Alors justement, certaines de ces personnes qui n'ont pas voulu obéir aux ordres ont dû être éliminées, etc. C'est un business très violent, sanglant, et ça englobe des victimes humaines dans les populations innocentes de ces pays où cela se déroule, comme par exemple maintenant, justement à Paris. Est-ce que cela fonctionne ? Apparemment, cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. On se trouve en plein dans un vol à hauteur de billions par la mafia financière dirigée par la Banque centrale européenne pour acheter à grande échelle des papiers sans valeur, de façon à ce que la Suisse fuit l'euro avec effroi. Et ainsi entraîne tout le navire à chavirer. Et ça, on doit bien sûr absolument le détourner. On ne peut pas laisser les gens venir à l'idée de vouloir tout d'un coup s'attaquer à la mafia financière. Ce serait vraiment déplacé. C'est pour cela qu'on a besoin d'une attaque terroriste. Merci beaucoup, Monsieur Stel. Est-ce donc juste une diversion ou un terrorisme aux motivations vraiment religieuses? Car effectivement, une étude nous parvient d'Europol pour l'année 2013 qui dit que les musulmans ne seraient responsables que de 2% des attaques terroristes des 5 dernières années. Et si on regarde l'année 2013 de plus près, on voit 152 attaques terroristes dont seulement 2 avaient des motifs religieux et 84 des motivations nationalistes ou séparatistes. Les Kouachi ont déclaré avoir été financés par Anwar al-Awlaki pour mener l'attentat contre Charlie Hebdo. L'homme a été tué par un drone américain en 2011, mais ses idées, semble-t-il, ne sont pas mortes avec lui. Mais telle qu'une autre capitale, à mon avis, aujourd'hui, est probablement donneur d'ordre des attentats de Paris, qui s'appelle Boubaker al-Hakim, et qui se trouve aujourd'hui en Syrie, probablement donneur d'ordre des attentats de Paris. Le lien avec un membre important de cette filière des Buttes-Chaumont, Boubaker al-Hakim, qui est maintenant dans le nord de la Syrie. Ce lien, il est avéré. Mais il est avéré comment, ce lien? Parce qu'ils ont
entretenu une complicité pendant de longues années. Ils ont été condamnés ensemble. C'était il y a 10 ans que les filières des Buttes-Chaumont, la filière des Buttes-Chaumont, s'est constituée pour envoyer à l'époque des volontaires pour la guerre sainte en Irak contre l'occupation américaine. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République l'a dit souvent, le Moyen-Orient n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. Il est toujours temps de réfléchir, il est toujours temps de faire face à cette période d'incertitude, aux conséquences très lourdes qui ne manqueraient pas de s'ouvrir. Ils viennent d'Égypte, du Yémen, de Syrie ou bien encore de Tunisie et du Maroc. Ils seraient des milliers selon les autorités irakiennes. Ils s'appellent eux-mêmes des martyrs de l'islam. Kalash dans une main, le Coran dans l'autre. Je suis de Paris 19e. Tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer. Tous mes potes dans le 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis là, c'est moi, Abou Abdellah, je suis en Irak, on fait le djihad, tous mes frères qui sont là-bas, venez, pour défendre l'islam. C'est première ligne, je suis prêt à combattre en première ligne, je suis même prêt à me faire exploser, mettre des dynamites, et boum, boum, on tue tous les Américains, on est des moudjahidines, nous voulons la mort. Redouane El Hakim, 19 ans, est mort ici, à Fallujah, en juillet 2004, dans les bombardements américains. En fait, Redouane El Hakim allait en Irak avec son frère Boubaker, qui a été arrêté sur la route en Syrie. Il serait arrivé dans le pays par une filière que la police française vient juste de démanteler dans le 19e arrondissement de Paris. Et la phase suivante, c'est donc Boubacar el-Hakim, après sa libération, qui va mener un travail de déstabilisation de la révolution tunisienne. Après l'assassinat de l'une des figures de l'opposition tunisienne laïque, Chokri Belaïd, tué de plusieurs balles à son domicile. La mort de Mohamed Brahmi, le député d'opposition, a été tué par balle devant son domicile, sous les yeux de sa femme et de ses enfants. En Tunisie, pour la première fois, l'assassinat de 2 opposants tués en 2013 a été revendiqué. Qui sont ces personnes que l'on voit sur cette vidéo de propagande ? Il y a une personne qui est clairement identifiée, qui s'appelle Boubacar El Hakim. Et donc ce personnage est déjà connu depuis un moment. Il a été accusé du meurtre de Brahmi par les autorités tunisiennes en juillet. Le ministre de l'Intérieur, Lofti Benjedou, c'est un salafiste radical, Boubacar Hakim, qui est soupçonné d'avoir assassiné Mohamed Brahmi ce jeudi. Un salafiste qui était recherché pour contrebande d'armes venant de la Libye. Un salafiste qui était recherché pour contrebande d'armes venant de la Libye.
Il est l'homme qui a conduit l'assaut des rebelles sur Tripoli, un libérateur. Pourtant, Abdelhakim Belhadj inquiète aujourd'hui beaucoup d'observateurs occidentaux. Arrêté par la CIA en 2003 pour ses liens avec Al-Qaïda, livré à Kadhafi, il a passé 7 ans dans cette prison de Tripoli, une des plus dures du régime. Une de nos équipes a pu le rencontrer. Il balaye les soupçons qui font de lui un terroriste en puissance. Je n'ai jamais été derrière un seul acte de terrorisme de toute ma vie. Ce 11 mars 2004, quand 10 bombes explosent et tuent 191 personnes, les auteurs des attaques sont déjà en fuite. 3 semaines plus tard, la police en retrouve 7, assiégés. Ils se feront exploser dans leur appartement. Abdelhakim Belhadj, who is one of the shining superstars of terrorism. He is also an extremely rich guy. He has been paying European and American public relations companies to make him shine and look better. He's wearing suits now, and he is now meeting with presidents of countries. This guy is one of the biggest known terrorists. In fact, he was imprisoned many times, including by the Americans and the French, and finally by the Libyans. And then, of course, we made the mistake of releasing him. Je n'ai jamais été derrière un seul acte de terrorisme de toute ma vie. Mon objectif, c'est de sauver le peuple de la dictature de Kadhafi. Abdelhakim Al-Khweldi is a very well-known Libyan terrorist who was brought to us aboard an airplane by the Americans. الآن يتعامل معهم بكل وضوح وصراحة. What we find really strange that the same people who brought to us these terrorist elements are the same people now supporting these very terrorist elements. الآن التحالف الدولي أصبح بين القاعدة والغرب. Now the international coalition is not against terrorism, but between the West and terrorism. وزملائي مدراء المخابرات يعرفوا هذه الحقيقة. And my colleagues, the heads of intelligence services all around the world, know what I'm talking about. Vous, le grand flic que vous êtes, ça ne vous a pas étonné, j'imagine, cet attentat. Le tout était de savoir quand et où ça allait frapper. Nous sommes dans le trio de tête avec les Américains et nos partenaires britanniques avec qui nous coopérons très fortement en termes de renseignement, bien sûr, dans nos pays respectifs et à l'étranger. Vive Benghazi! Vive la Libye! I read a piece of news from a French newspaper today, translated into Arabic, that said that there are doubts or suspicions, in France that the weapons used in the latest terrorist attack in Paris were actually imported or smuggled from Libya. Also that possibly 2 of the attackers in Paris maybe visited Libya and took some terrorist courses in Libya. Et donc tu es revenu en France il n'y a pas très longtemps. Si, il y a longtemps, j'avais déjà les services secrets. T'inquiète pas, je les connais. J'avais déjà les services secrets. T'inquiète pas, je les connais. In Australia are set to vote on a new data retention law that would force telecommunication companies to keep people's data for 2 years. And the idea has sparked anger among activists who say that it would give the authorities even greater powers of surveillance. One protest campaign has been particularly successful. Now, the group behind it discovered that many politicians have linked their parliamentary addresses to their iMessage accounts. That allows people to send direct messages to politicians' phones without even knowing their numbers. So, critics of the law took the opportunity to give lawmakers what they have been asking for: personal communication.
George Brandis, the nation's Attorney General, who is one of the most ardent advocates of the bill. He received several thousand messages. Here are just some of them. For example, this user posted messages to him using emoticons. Another asked to see the politician's metadata, joking that it's needed for security purposes. Others suggested that George Brandis should take another read of George Orwell's dystopian novel 1984. And there's a photoshopped image of him. Here it is. This went viral. We spoke to Ben Pennings, who kick-started the online campaign. We're an activist group which tries to be creative and tries to be a bit funny. And so in the last couple of days, he must have had hundreds upon hundreds of thousands of extra emails sent to him about all sorts of, little mundane things. And we're not used to this sort of, threat of being monitored so closely. So, people are resisting and reacting. And much of the criticism of the bill centres on a lack of transparency over what exactly can be considered as metadata. And it's not just the public that's confused. What you're viewing on the internet is not what we're interested in. What the security agencies want to know, to be retained, is the electronic address of the website that the web user is So visiting. it does tell you the website? Well, it tells you the address of the website. That's the website, isn't it? It tells you what website you've been to. Well, when you visit a website, people browse from one thing to the next. The stored data will actually include phone calls and email addresses, and police and security agencies would be able to access them without a warrant. The activist group Beyond the Green fears that Australian privacy is at risk. Well, the Australian government has been for a few years now under different parties wanting to put a legislation through to follow our movements and follow our communications. Finally, it seems that both major parties here are supporting that. It's all a bit ridiculous. They focus on everyone rather than, people who may be of a security concern. One of the real concerning things is that journalists and whistleblowers and lawyers are all going to have, all their data kept as well, which is very dangerous in a democracy for that sort of information to be kept on people who are trying to keep the government on the straight and narrows. Barack Obama, Vladimir Putin and Angela Merkel are among the victims of a major privacy breach in Australia, along with the other 28 leaders that attended November's G20 summit in Brisbane. A report in a UK newspaper says that during the event, personal data was mistakenly sent to a wrong email address. Whoops. Australia's Immigration Department, which was responsible for the breach, didn't notify the leaders about it. Seems passport numbers and visa information were among the information sent. A leaked internal document, though, does say that that sensitive email was not forwarded or copied any further, so at least they caught it somewhere along the line. Let's discuss this, though, with Dr. Binoy Kampmark, a lecturer at the RMIT University of Melbourne. Hi there. Must be some red faces in Australia over this, though. It's a bit embarrassing, isn't it? Well, it is, given the fact that the Australian government at the moment is emphasising the importance of data retention and the keeping of such material in such a manner that is readily available for authorities in the context of security, given the fact that such material is so easily disclosed in such fashion, makes, of course, their particular cause a bit suspect. Obama, Cameron, Merkel, some of the world's most powerful figures, victim to this kind of breach. Could this information be used in any way, though? I mean, we hear it was stopped and it got no further, but how important or sensitive was it? I think the important thing to keep in mind here is that the impact of the actual data is not going to be great in terms of the visa material, the fact of the, the passport material and so on. But what is significant is that the leaders were not told about it. Now, one of the privacy guidelines in Australia is that such leaders should be told, and in fact, anybody who is falling within the ambit of the Privacy Act should be informed about such breaches. And in many countries, it would be the same thing. So why didn't it happen? Why weren't they told? According to the breaching memorandum that's you mentioned actually earlier, it was deemed not essential that they be told. Who would have deemed that, I wonder? Yeah, well, it was very much kept within immigration circles. It was kept within the bureaucracy. Don't think it went higher?
Yeah, well, yes, exactly, but that's exactly it. I mean, it suggests there is a considerable failure to appreciate the gravity of such material and data and to follow through with it. No, what I'm trying to pinpoint is, do you think it was a cover-up, therefore, and how high would that cover-up have gone? Look, I do think there are a few things. In terms of the cover-up, I think that in the context of it, these breaches do happen. That is the reality of it. Any data and material that is stored will be leaked at some point or breached and hacked and so forth. But it's the fact that the subjects were so high-ranking, you would have thought maybe it have gone, you know, really high up in government, yeah? Absolutely. I think that there's someone who's going to have to really answer up in the immigration department. There's no question about that. The problem is that this current government in question, this is the Tony Abbott government, has a very peculiar attitude to data retention. And in other words, what this suggests, I would argue, is a trend that setting the bar so high regarding data retention suggests that it's a very flawed enterprise, precisely because they can barely keep something so simple like this within wraps. Lovely to have you on the programme. Dr. Bernard Kampmark, lecturer at the RMIT University in Melbourne. Thanks for your thoughts. Good, thank you. Let me free again to death. Let me free.